Ouattara. Bonjour. Vous êtes le président ou le premier responsable du comité anti-référendum. Collectif anti-référendum. Et cela fait bientôt 2 semaines que M. Blaise Compaoré est parti. Dites-nous ce qui s'est réellement passé à Ouaga ici. Je sais que c'est un peu long à raconter, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui a été déterminant pour le départ de Blaise? Vous savez, ce qui a été véritablement déterminant, c'est le fait qu'il a défié le peuple burkinabé à un moment donné. En envoyant un projet de loi à l'Assemblée pour montrer réellement qu'il était l'homme fort du Burkina et qu'il pouvait faire tout ce qu'il avait envie de faire. Alors, en son temps, vous savez, à la naissance du collectif anti-référendum, nous avons seulement dit que nous étions des jeunes qui n'ont connu que Blaise Compaoré comme président. Donc pour nous, en 27 ans, il était vraiment nécessaire que la jeunesse prenne son destin en main, que voilà, on voit les choses autrement et qu'on définisse, j'allais dire, les projets de société en tenant compte de la jeunesse et que la jeunesse aussi soit au centre des prises de décision. Alors nous avons rappelé que c'est un président que nous respections, mais il ne faudrait pas qu'il parte assez loin avec la modification de l'article 37. Pour nous, il était important qu'il laisse le fauteuil présidentiel en 2015. Alors, je crois qu'on s'est préparé en conséquence parce que vous savez, le collectif anti-référendum, comme son nom l'indique, est né uniquement pour barrer la route à M. Blaise Compaoré. Voilà. Et nous nous sommes donné les moyens nécessaires pour le faire. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas seulement la pression de la rue qui pouvait faire partie de ce monsieur. Il est venu par les armes. Alors il fallait utiliser tous les moyens possibles pour le faire partie. Alors je suis l'un des éléments qui a été, pour ne pas dire le dernier à le rencontrer. On en reviendra, mais okay. Vous avez une dizaine d'organisations de la société civile ou plus. Quel a été le rôle de la société civile dans l'action qui a poussé vraiment Blaise dehors? Est-ce que toutes ces organisations se sont vraiment entendues? Il y a une coordination? S'il y a un point sur lequel nous nous sommes véritablement compris, l'ensemble de la société civile, c'est qu'il fallait qu'il bouge. Voilà, il y a eu des coordinations d'organisations ici. Et en son temps, on avait mis 3 responsables, le professeur Louada du CGD, du FRC, alors Kam Hervé du Ballet Citoyen et moi-même du CAR. Voilà, nous étions les 3 qui pilotions la coordination des organisations de la société civile. On a même tenu une conférence de presse le 21 octobre, je crois, pour appeler la population à une désobéissance civile. Mais ce qui est important dans cette question, c'est que vous savez, aujourd'hui, Blaise Compaoré ne pensait pas effectivement que les choses pouvaient changer de cette façon pour lui. Mais la jeunesse, vous savez aussi qu'on avait peut-être un lourd tribut à payer dans cette guerre, dans ce combat. Mais il fallait le faire. C'était le prix à payer pour notre liberté. Alors, la société civile, à tous les niveaux, s'est organisée sur l'étendue du territoire. C'est-à-dire les organisations civiles, les syndicats, les journalistes. Bon, les syndicats, à un moment donné, étaient un peu réticents. Oui. Mais la société civile, de façon générale, je veux dire, les mouvements de jeunes engagés et autres, voilà, se sont retrouvés. Parce que de toute façon, nous, on a dit, aujourd'hui, la situation du Burkina Faso concerne tous les Burkinabés. Maintenant, ceux qui veulent dormir, qu'ils dorment, mais nous allons agir. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que la société civile du Burkina Faso a eu des appuis extérieurs, notamment des Français, des Américains? Je vous assure que non, parce que personnellement, je suis l'un des éléments moteurs dans cette histoire. Et je vous dis que c'était notre détermination, notre courage. Parce qu'on est fatigué de tout ce qui s'est passé dans notre pays. La corruption, le copinage, et tous les mots qu'on peut trouver dans une société perverse, on avait ça ici. Voilà. Et donc vous êtes la dernière personne à avoir vu Blaise Compaoré. Oui. Vous êtes rentré au palais Kosiam, vous avez discuté avec lui, il vous a fait des promesses. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, nous sommes arrivés parce qu'après, déjà, à partir de, si vous connaissez bien, Ouaga 2000, à partir de l'hôtel Palade, nous avons eu 3 mois, voilà, qui ont été frappés par les balles du régiment de sécurité présidentielle. Alors, nous étions tellement déterminés qu'il fallait évoluer. 62 blessés ce jour sur place. Nous sommes arrivés jusqu'à 400 mètres du palais. Nous avons été interceptés par son aile de camp, le général Gilbert Diendéré, qui a cherché à négocier, mais en son temps, nous avons appris déjà qu'il avait pris la fuite. Donc pour nous, il était question de nous assurer que Kosiam avait été libéré. Alors nous sommes allés sur le coup, nous avons forcé et nous sommes rentrés à Kosiam. Nous avons trouvé qu'il était là, nous lui avons dit seulement que, bon, il fallait qu'il quitte Kosiam. Et on lui avait donné jusqu'au soir, ce jour-là. Voilà. Donc il a essayé de nous faire comprendre que non, et il a compris le message, il a retiré le projet de loi de l'Assemblée
il a ajouté qu'il voulait seulement léguer un pays stable, un pays de paix, à un président démocratiquement élu. Et nous lui avons signalé ce jour que c'était trop tard. Ça aurait été 5 jours ou 4 jours, il expliquait cela, ou un mois avant, on allait le prendre comme notre héros. Voilà, parce qu'il a beaucoup fait pour le pays. Donc, mais aujourd'hui, c'est tard. Après des mois, tu ne peux pas venir nous parler de transition apaisée de président Debo. Non, il faut quitter sur le champ ou dans le cas contraire, bon, la population va monter sur quotient dans les minutes à suivre. Alors, vu la pression, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je démissionne dans les 45 minutes, appeler les médias. Voilà. Effectivement, je suis sorti avec une vitesse là pour aller appeler Canal 3 et puis BF1. Et ce jour, BF1 ne mettait pas, c'était Canal 3. Et c'est arrivé à Canal 3, je trouve une déclaration où il parle de l'état de siège, de couvre-feu, de machin, tout ça. Alors je suis rentré dans tous mes états. C'était la goutte d'eau qui a fait de voilà, donc je continuais sur la chaîne Omega pour appeler la jeunesse à monter sur Kossiam le lendemain à 8h. Alors, Blaise est finalement parti, oui. Quoi qu'on dise, il y a eu un peu de flottement, oui. Mais les militaires ont pris le pouvoir avec le lieutenant-colonel Isaac Zida. Oui. Et depuis, vous êtes dans des tractations. Où en êtes-vous exactement en ce moment? Vous savez que le lieutenant Isaac n'est pas venu au hasard. Moi, je l'ai connu depuis le palais ce jour. Je peux vous assurer que c'est nous qui l'avons obligé à prendre ses responsabilités, parce que ce jour, il était question pour nous que le président Compaoré bouge. Voilà. Et quand il est venu, pour nous, c'était voilà, l'occasion véritablement que, par lui, finalement, les civils montent au pouvoir. Il a promis depuis le premier jour que voilà, il allait respecter tout ce qu'il a pris comme engagement devant nous. Et pour l'instant, je pense, j'ai toujours dit, je crois en l'homme, jusqu'à ce qu'il nous montre véritablement qu'il ne mérite pas notre confiance, mais pour l'instant, nous croyons en lui. Et je crois que l'un dans l'autre, nous devons soutenir le processus qui est engagé en ce moment pour aboutir à une transition apaisée. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir parole? Parce que nous sommes arrivés à Ouaga, on a certains sons de cloche qui disent que l'armée est peut-être en train de jouer au chrono. Vous savez, je dis que moi je crois toujours à la bonne foi de l'homme. L'homme peut toujours... C'est pas parce que Blaise Compaoré a fait 27 ans militaire, pas parce que le régime a été militaire depuis des années, que forcément un militaire va venir faire comme l'autre. Voilà, lui il peut faire le changement et je crois jusqu'à preuve du contraire qu'il peut le faire. Maintenant, c'est comme j'ai dit, il y a aujourd'hui le contexte qui est là, il ne faut pas oublier cela. On ne peut pas écarter les militaires actuellement comme si rien n'était. Quelle est votre appréciation de la négociation internationale qui se fait? Avez-vous confiance en ces chefs d'État qui font le balai? J'ai dit la dernière fois dans la salle, j'ai attiré la foudre de certains que c'était de la foutaise les venus ici. Voilà, parce que, comme on dit, les sapeurs-pompiers après l'incendie, là. Le médecin après la mort. Médecin après la mort, merci. Voilà, j'ai trouvé que c'était de la bêtise, c'était de la foutaise. Alors, parce que je ne peux pas comprendre que notre pays a vécu ça pendant des années, vous ne dites rien. Vous n'êtes pas venu nous rencontrer pour nous écouter. J'ai personnellement, avec mon équipe, envoyé toute une lettre au président, à l'actuel président de l'Union africaine, Mme Zuma. Envoyé une lettre au président de la commission de la CEDEAO. Personne n'a réagi. Et maintenant, bon, vous prenez vos avions, vous venez en balade au Burkina pour faire la morale aux gens. Voilà, nous avons trouvé que ça frise la foutaise. Est-ce que vous avez l'impression que, après le départ de Blaise qui incarnait un certain leadership en Afrique de l'Ouest, il y a une concurrence entre les chefs d'État pour prendre sa place, ou une concurrence des organisations, tantôt la CEDEAO, tantôt l'UEMOA, tantôt l'Union africaine. Est-ce que vous sentez que le Burkina est devenu un terrain de lutte, de leadership entre les Bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit que c'est devenu de la foutaise, parce que de toute façon, chacun vient pour s'exhiber ici, il cherche quelque chose, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré, à un moment donné, on le prenait comme une référence. Voilà, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, un monsieur comme ça, on dit qu'il est parti, voilà, par la pression de la rue. Voilà, il est important que chacun s'approprie, j'allais dire, un certain nombre de choses. Quel regard vous portez sur l'action de la France au Burkina avant et pendant les événements, la France qui a exfiltré Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire? Sincèrement, sans vous mentir, je déteste la politique française. Vous savez, s'il y a un pays
véritablement médiocre, vous m'excusez, c'est bien la France. Aujourd'hui, moi je ne cite pas la France comme étant un pays qu'il faille respecter dans le concert des nations. Parce que j'estime aujourd'hui que le rôle de la France a été toujours de déstabiliser nos pays africains. Voilà, la France n'a véritablement jamais contribué à arranger quoi que ce soit. Bien au contraire. Et pour moi, je crois que parler de la France, c'est comme si j'accordais véritablement de l'importance à ce pays-là. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Totalement. Et vous restez vigilant? Très vigilant. La preuve en est que nous avons exigé que rien ne se passe derrière nous. Parce que nous n'allons pas accepter qu'on détourne la révolution de la jeunesse à d'autres fins. Et si cela venait? Nous allons encore prendre nos responsabilités. Quel sort faudra-t-il réserver à Blaise et à certains qui ont commis des crimes de sang? Il faut les juger. Il faut les juger. Parce qu'aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut même pas laisser les caciques de ce régime-là pavaner dans la rue comme si rien n'était. Il y a eu des morts ici, il y a des familles qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a eu des gens qui ont été dépossédés de leurs biens, tout ça ici, par ce régime. Vous comprenez? On ne peut pas laisser les choses comme si rien n'était. Il faut qu'il y ait quand même la justice. Là, quand on met les gens devant leurs responsabilités, devant les faits, qu'ils assument. Voilà, pour moi, s'il y a lieu d'extrader Blaise même, bon, je ne suis pas pour de ceux qui pensent qu'il faut l'amener au tribunal pénal international. Non, on peut gérer nous notre problème. On l'amène ici, voilà, et puis on le met devant les faits. Et s'il y a des problèmes à le créer, on le crée tous les problèmes du monde et puis on continue. On peut même créer un camp à Verdori ou comme on appelle une prison uniquement pour lui. Moi, je pense qu'il faut le faire pour vraiment soulager les gens. Il faut juger tous ceux qui ont participé pendant 27 ans à ce qui s'est réellement passé au Burkina Faso. Tous ceux qui ont contribué à endeuiller ce pays-là, à endeuiller les gens, il faut les juger. C'est à partir de là-bas qu'on pourrait construire véritablement ce pays et poser les fondements d'une bonne démocratie dans ce pays. Alors Blaise Compaoré dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, juste à côté du Burkina et son frère au Bénin, ça peut être une menace pour le pays, la stabilisation du pays? Raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne faut pas que nous, aujourd'hui, nous amusions à fragiliser l'armée actuellement. Voilà. J'ai fait une analyse hier, j'ai dit aux gens, c'est bien vrai que nous ne voulons pas un régime militaire. Mais pour l'instant, il n'est pas dans notre intérêt non plus de fragiliser ceux qui sont là. Parce que moins un cartard, on est tous foutus ici. Est-ce que vous pensez que l'armée aujourd'hui est unie? Parce qu'on parle de plusieurs unités. L'unité qui a pris le pouvoir actuellement est une unité spéciale. Disons une armée dans l'armée que Blaise Compaoré avait créée. Est-ce que vous pensez que tous les militaires sont aujourd'hui unis? Je crois qu'à un moment donné, les idées étaient l'espoir. J'ai échangé avec beaucoup de militaires. Je pensais que c'est de l'espoir parce que depuis même qu'il était à côté de Blaise Compaoré, il s'est toujours fait remarquer par voilà, sa façon de gérer les choses, sa façon d'être. Parce que n'oubliez pas que c'est un vrai croyant, un protestant. Voilà, donc depuis le RSP, les gens ont bien parlé et moi c'est pourquoi j'ai dit que je crois en l'homme jusqu'à ce qu'il change. On a parlé en 90 du vent de l'Est, il y a cela 2 ou 3 ans on a parlé du printemps arabe, aujourd'hui on parle du printemps noir ou le vent du Sahel. Ouais. Est-ce que vous avez un message à adresser à certains peuples africains qui sont encore sous le joug des dictatures, où les présidents veulent rester à vie, on modifie les constitutions, parce qu'aujourd'hui le Burkina devient aujourd'hui l'exemple que tout le monde veut suivre. Vous avez un message à l'endroit de le message que moi je donne aujourd'hui, c'est précisément à l'endroit de la jeunesse. Je dis, pendant des années, nos différents pays ont connu le sort que tout le monde sait aujourd'hui. Mais le développement de notre pays, le changement, l'ancrage démocratique dans nos États aujourd'hui, c'est seulement les jeunes qui pourront tracer tout ça. Et il ne faudrait pas aujourd'hui que la jeunesse de notre continent se leurre. Personne ne bâtira nos sociétés à notre place. Personne ne fera la bagarre ou la guerre pour la liberté à notre place. Il y a un prix à payer pour ça et nous devons l'accepter et l'assumer. Et c'est à travers ça que nous allons construire un peuple ou une nation véritablement démocratique dans l'intérêt de tous. Une dernière question, oui. Avant de rapprocher. Le Burkina Faso se démarque spécialement, particulièrement dans le monde entier, à travers un homme qui, même après 27 ans, après son assassinat, on n'arrive pas à effacer les annales. Il s'agit du capitaine Thomas Sankara, paix à son âme. Tout à fait. Et le Burkina sous Sankara, nous ne l'avons pas vécu, mais ceux qui l'ont vécu, ils en parlent toujours en bien.
quel regard portez-vous sur le Burkina futur que vous êtes, que vous avez maintenant entre les mains? Est-ce que ce Burkina futur pourrait être également aussi porteur pour le peuple burkinabé d'espoir comme l'ont été pour ceux qui l'aiment les années de Sankara? Enfin, quelle différence feriez-vous entre ce que le Burkina a été sous les Sankara, la fierté que le Burkinabé a eu sous les Sankara, et ce que le Burkina pourra devenir dans les années à venir? Alors vous savez, Sankara c'est un homme extraordinaire, voilà, un monsieur voilà, qu'on ne peut pas comparer facilement. Voilà. Il a fait vraiment de merveilles. Vous savez, dans nos contrées généralement, les fils et les filles, nos soeurs, nos frères, généralement on ne peut connaître leur valeur que voilà, lorsqu'ils ne sont plus là. Vous savez, Sankara est plus valorisé à l'étranger qu'ici même au Burkina. Et c'est malheureux. C'est malheureux. J'ai dit qu'aujourd'hui, il nous appartient quand même de rassembler la mémoire de Thomas Sankara, de ramener la mémoire de Thomas Sankara sur la table et de faire comprendre à notre génération et aux générations à venir qu'on ne peut pas avoir mieux en Afrique que cette façon de faire les choses. Thomas Sankara était un homme intègre, il s'est battu pour la liberté, il s'est battu pour l'émancipation. Et aujourd'hui, tout ce que nous reste à faire là, c'est une leçon que nous devons apprendre, que nous devons intégrer au quotidien, et de nous battre effectivement pour la liberté de notre pays et accepter également nos réalités, accepter que nous sommes africains, accepter que nous n'allons jamais ressembler aux Européens, accepter également que nous avons des ressources qu'on peut valoriser en comptant sur nos propres forces et accepter, nous accepter mutuellement et travailler dans la solidarité. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.